Radio Django, le grand direct, 18-19h. Bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django. Nous allons débuter cette émission avec ce soir la suite de la thématique qui nous occupe pendant ce mois de mai. Il s'agit de la campagne au nom du profit des multinationales. Et pour cette deuxième partie, nous allons parler du pétrole, Fabio. Oui, c'est bien ça. On va en principe, vu qu'il n'est pas encore là, mais recevoir un journaliste d'origine tchadienne, spécialiste des enjeux énergétiques, pour parler du pétrole justement au Tchad et au Nigeria. Effectivement, on espère qu'il n'est pas coincé dans les bouchons, quoique le pétrole, l'essence, on n'est pas très loin. Et puis le pétrole, il en sera question également dans Cultiver Lausanne. Nous allons joindre un polar traitant de l'or noir, Jean-Luc. Oui, nous avons Sébastien Mayer qui vient nous parler de son livre. Enfin, il est là déjà, donc une belle émission en relation aussi avec toute cette question sur les multinationales. Ce sera donc dans quelques instants. Le pétrole est à l'honneur de la campagne au nom du profit et du polar de Sébastien Meyer, les mardis de Stéphane Benanzi, le portrait du mois de Youngson Cho Jacquet et les regards croisés sur l'éducation. C'est le programme de ce mardi 17 mai sur Radio Django, émission à suivre comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud ou à écouter bien sûr sur radio.django.fm. Je suis Fabien et je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus. Radio Django, vivre à Lausanne. Et puis autrement, ça va, Fabio ? Oui, ça va bien. Bon, oui, bien. Ça va très bien. Bon, bah, et toi, Fabien ? Mais très bien, merci. Ben voilà, autrement, ça va est aussi le nom d'un collectif formé par 4 espaces de débat lausannois, l'espace Dickens, la maison de quartier Sougar, Alliance Sud Infodoc et Pôle Sud. Et jusqu'au mois d'octobre, ces lieux vous invitent à participer à une série d'événements autour d'un thème commun consacré aux multinationales au nom du profit. Tout est permis. Donc, Django s'est associé à cet événement et vous propose quelques regards radiophoniques. Alors, après s'être intéressé à l'industrie électronique mardi dernier, aujourd'hui, nous vous proposons de mieux comprendre le négoce du pétrole. Et pour ce faire, nous avons prévu, s'il arrive, vous le savez, d'accueillir Franck Codbey, journaliste d'origine tchadienne, spécialiste des enjeux énergétiques. Comme nous l'avons mentionné dans le sommaire, nous accueillons également Sébastien Meyer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur de Le nom du père, un polar qui jette une lumière crue sur la Suisse des banques et des montages fiscaux. Mais avant d'aborder votre polar et pour introduire le sujet sur le négoce du pétrole, nous vous proposons de prolonger dans cette mise en onde d'une séquence du roman de Sébastien Meyer qui devrait déjà vous éclairer sur l'évasion fiscale et la corruption. Mais écoutons plutôt. La procureure Émilie Rossetti rencontre Franz Wengler de la Déclaration helvétique au buffet première classe, à l'extrémité ouest du quai numéro 1. C'est une brasserie d'une 50aine de tables, dotée d'un plafond à 10 mètres et de peintures sans finesse, représentant l'essence même de la Suisse, le Cervin, Lucerne, le Léman et un bateau belle époque, de la nature et du blanc, de la paix et de la tranquillité. Pour schématiser, les négociants ont pour mission de faire transiter aussi rapidement que possible des ressources naturelles des pays producteurs vers des pays consommateurs. Dans certains cas, la chose peut se résumer ainsi. Faire sortir des matières premières vitales des pays qui en ont besoin pour les vendre à des pays qui les gaspillent, le tout virtuellement, cela va de soi. Vous imaginez que ces tonnes de matières premières ne transitent pas réellement par Genève. Sur le papier, c'est pourtant le cas. Beaucoup de ces matières sont produites par une filiale locale, d'une banque suisse par exemple, qui revend à la filiale genevoise. Celle-ci revend ensuite à d'autres filiales qui, finalement, les revendent aux consommateurs. En fait, même si la cargaison n'a toujours pas quitté le port de départ, elle a déjà été vendue 3 ou 4 fois, et ainsi de suite jusqu'à sa consommation. C'est la base même du commerce, non ? Absolument. Le problème est que ce système ultralibéral est devenu incontrôlable. Les opérations effectuées sont de plus en plus extrêmes. Quelque temps plus tard, la procureure se retrouve avec l'inspecteur Paul Breguet. Regarde, là, j'ai trouvé. Quoi ? Là, la retranscription du conseil d'administration extraordinaire de l'Union Trading en juillet 2010. Sont présents nos 2 banquiers helvétiques, 2 représentants de la Société nationale nigérienne du commerce du pétrole, Whiteman, Patrick Kelly,
Patrick Kelly y annonce un soulèvement du peuple Ogoni, dans une région clé de la production du pétrole au Nigeria. Et alors? Un des banquiers suisses suggère qu'on mette la révolte. Et un peu plus loin, il annonce également que sa banque souhaite faire descendre encore le prix d'achat du pétrole. Les deux représentants nigérians protestent, mais le banquier les rassure. Si la transaction est un succès, votre part vous attendra dans les sous-sols de la place Saint-François. De la corruption pure, un cas d'école. Ce que je ne comprends pas, c'est la raison pour laquelle un échange aussi dangereux se trouve notifié dans un procès verbal. Ah, pourquoi pas? Ces entreprises ne doivent de compte à personne, elles ne sont en aucun cas obligées de dévoiler leur cuisine interne. Tout de même, la prise de risque est énorme. Peut-être aussi qu'il s'agit d'une retranscription officieuse. Ça pourrait être quelqu'un qu'ils auraient espionné durant la réunion. C'est possible. Ce qui est certain, c'est que notre informateur a réussi à reconstituer le montage foireux des banquiers suisses. Si tu veux mon avis, les choses se passent comme ça. Étape numéro 1. Grâce à ses petits amis, l'Union Trading achète à la compagnie nationale nigériane du pétrole à prix bradé. 83 $ le baril, revendu à 85 $ aux Suisses. Soit un bénéfice net de 73 millions de dollars par année. Ce bénéfice est versé à Wash Machine, grâce, j'imagine, à une série de prétextes foireux du genre... Optimisation fiscale. Exactement. Wash Machine ouvre ensuite des comptes dans une grande banque suisse, puis via des sociétés écrans, rétribue Whiteman et Kelly pour leurs services. Donc chaque année, les deux hommes, qui ont l'air d'être assez proches du pouvoir fédéral nigérian, empochent 36,4 millions de dollars. Simplement pour avoir accordé à l'Union Trading le droit de négocier le pétrole que la Société nationale nigériane du commerce du pétrole vend à la Suisse. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, ce serait quoi? Deuxième étape, la banque suisse, unique client de Union Trading, revend ce même pétrole à ses propres clients. Mais cette fois-ci au prix du marché, soit en ce moment quelques 90 $. Elle prend 5 $ de marge sur chaque baril, ce qui fait 82,5 millions de marge chaque année. Waouh, pas mal. Sur ces 82,5 millions, estimons à 20% le montant que la banque suisse peut légalement déclarer. C'est-à-dire? Si elle avait acheté du pétrole à l'Union Trading à un prix normal, elle aurait eu une marge moins importante. J'estime donc que ces 82,5 millions sont composés à 20% de marge normale et à 80% de marge exceptionnelle ou frauduleuse. Ok, donc en fait, la partie légale, elle suit le circuit habituel, donc elle transite via toutes les filiales des banques suisses à travers le monde pour trouver le meilleur paradis fiscal. Le reste, l'exceptionnel, est discrètement versé à l'une des multiples sociétés créées par nos deux banquiers. Le banquier, l'avocat et le négociant se taillent la part du lion et se partagent 80% des bénéfices occultés de la banque suisse sur le pétrole nigérian, ce qui nous fait la somme de 66 millions par année. C'est pratique, c'est divisible par 3. 22 millions par tête de pipe. Bande d'enfoirés. Et bien voilà, on vient d'entendre un peu cette mise en onde on en parlera tout à l'heure avec Sébastien Meyer, d'une partie de son roman qui se joue notamment entre la Suisse et le Nigeria sur fond de pétrole et de banques et de corruption. Alors, nous attendions, vous le disiez tout à l'heure, un journaliste d'origine tchadienne, Franck Kodbaï, spécialiste des enjeux énergétiques, pour discuter un peu de ça, vu que c'est un bon observateur de ce qui se passe et au Nigeria et au Tchad. Il n'est pas là, mais voilà, l'idée avec lui, c'était de faire un petit peu le bilan de ce qui se passe dans ce pays, surtout le Tchad, son pays. Oui, pourquoi le Tchad particulièrement? Parce que c'est un pays duquel on extrait beaucoup de pétrole depuis 2003, en fait. Contrairement au Nigeria, on le fait depuis beaucoup plus longtemps. Et visiblement, le pétrole pour le Tchad, c'est un peu univoque. C'est vraiment une grande partie du PIB national. Il n'y a pas beaucoup d'autres. C'est pas vraiment une économie diversifiée comme le peut être le Nigeria. Le Tchad est sous perfusion du pétrole. Notamment, il y a un oléoduc qui part de ce pays jusqu'au Cameroun. Et bien sûr, lorsque le pétrole, comme en 2015, il a subi une forte baisse, le pays se trouve vraiment à court de devises et dans des situations assez difficiles. On voulait aussi, avec Franck, parler de qu'est-ce qui est fait dans le pays, notamment en termes de surveillance des grandes firmes de négoce du pétrole. Et on parle bien sûr de Glencore, vu qu'on est dans une rubrique qui parle des profits faits ici en Suisse. Le géant suisse des matières premières Glencore, dont le siège se trouve à Zug, et qui joue un rôle de premier plan dans l'exploitation du pétrole dans cette partie d'Afrique centrale.
Rappelons-le, le Tchad, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Alors, comment la société civile réagit par rapport au fait que Glencore extrait ce pétrole aussi dans des conditions assez déplorables, avec des atteintes à l'environnement assez grandes? On voulait parler de ça aussi avec Franck, toujours le bon observateur de ce qui se passe là-bas. J'ai sous les yeux un article qui avait été fait par Suissette, mais déjà en 2014, qui parlait d'organisations qui sont au Tchad et qui tentent avec courage de jouer un rôle de lanceur d'alerte. Il y a notamment une commission permanente pétrole local qui se rend sur les sites où le pétrole est extrait pour constater beaucoup de cas de déversement sauvage de brut en pleine nature, notamment justement par la compagnie Glencore. Et voilà. Alors, on va peut-être en discuter un petit peu avec Sébastien. Ces informations que je viens de donner un peu brutes comme ça, comment toi tu as réussi à les glaner pour monter ton roman Le Nom du Père? Un peu de la même manière. Dans Le Nom du Père, il n'y a pas vraiment d'informations qui soient particulièrement nouvelles. Tout ce qui est décrit et écrit dans le livre sont des informations que j'ai pu trouver soit dans le livre de la déclaration de Berne qui s'appelle Swiss Trading, soit dans des coupures de presse, soit dans des journaux. Donc, je veux dire, ce sont des sujets qui sont assez récurrents et dont on parle assez fréquemment. Après, l'avantage de la fiction, c'est-à-dire en l'occurrence du roman, c'est de pouvoir élargir les informations que j'ai pu glaner ci et là pour reconstituer une histoire qui soit cohérente et qui donne l'impression d'aller du début à la fin de la chaîne, justement, du négoce des matières premières. Alors, peut-être quelques mots sur l'intrigue de votre polar. Paul Breguet, ancien inspecteur de police, sort de prison après plus de 2 ans de détention. Avec l'aide de la séduisante procureure Émilie Rossetti, l'ex-flic torturé décide d'élucider le mystère qui entoure la mort étrange de son amant Romain Baptiste. Au fil de l'enquête, il tombe sur des réseaux de prostitution, découvrant des affaires gênantes, voire dangereuses pour la survie de la Confédération helvétique et pour eux-mêmes. Oui, voilà, là on parle beaucoup des réseaux de prostitution, c'est parce que Le Nom du Père, qui est donc le roman dont on parle aujourd'hui, est la suite du premier, qui s'appelle Les Ombres du Métis, et qui lui jetait plutôt une lumière sur les réseaux de prostitution. Dans le deuxième, je m'intéresse de beaucoup plus près justement au milieu économique, au milieu du négoce, au milieu bancaire, etc. Donc c'est plutôt voilà, la scission entre les deux. Paul Breguet, donc le personnage principal, qui était déjà dans le premier, qui revient dans le deuxième, et qui, forcé, contraint, va enquêter sur une multinationale du négoce qui s'appelle dans le roman BFAG et qui est un peu un clone de ce que dans la réalité on pourrait désigner comme Glencore. Par exemple. Pour revenir à ces investigations que vous avez menées, c'est vrai qu'il y a pas mal de... Enfin, la déclaration de Berne dénonce quand même beaucoup ce qui se pratique au niveau des multinationales, surtout du négoce du pétrole. Mais en fait, comment vous avez abordé le sujet? C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut lire des livres, après on peut aller discuter, mais enfin, quelle était la démarche en fait pour... je sais que j'ai lu que vous étiez très intéressé par l'économie, parce que tout le monde financier. Donc c'est quand même une volonté de votre part d'aller vraiment chercher l'information avant d'écrire le roman, quoi. Oui, oui, tout à fait. Puis particulièrement sur ce roman-là. Alors, par rapport au monde économique, de toute manière, c'est effectivement un univers qui m'intéresse énormément et que j'ai depuis toujours très envie de creuser et que je creuse régulièrement. Enfin, je me tiens assez au courant de ce qui se passe pour une simple raison, c'est que je considère que c'est une clé de lecture très très importante du monde dans lequel on vit et qui est de manière générale considérée comme opaque. On ne comprend rien à ce qui se passe, la grande finance, les bourses et tout ça sont des choses qui finalement, pour le commun des mortels ou pour des gens comme moi, sont assez abstraites, absconses et incompréhensibles. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui me paraît important, c'est d'aller creuser ça, c'est de s'intéresser à ça, puisque finalement, ça guide continuellement notre quotidien. Pour Le Nom du Père, c'est donc plus de 2 ans de recherche, pas forcément à 100%, pas forcément effective, mais c'est 2 ans de réflexion autour du milieu du négoce des matières premières, qui a démarré par une lecture qui est tombée un peu par hasard entre mes mains, et qui était Les Nouveaux Maîtres du Monde et ceux qui leur résistent de Jean Tigler. Puis à partir de là, je suis monté à rebours dans l'œuvre de Jean Tigler. J'ai donc beaucoup lu ce que ce monsieur a écrit, avec beaucoup d'admiration d'ailleurs pour ce qu'il a été capable d'écrire, et à l'époque surtout
à laquelle il a été capable d'écrire ses premiers livres, qui dénonçaient notamment le blanchiment d'argent en Suisse. Et puis, petit à petit, je me suis dirigé vers le négoce, de lecture en lecture. Une fois que j'avais beaucoup d'informations, disons, techniques et factuelles sur ce milieu-là, une fois que j'avais un petit peu compris les dynamiques, la manière dont ça se passe, par où le pétrole voyage entre les négociants, les producteurs, les acheteurs, etc. Quelle est la différence entre le marché libre et puis la production des multinationales? Quelle est la différence entre un négociant en pétrole à Genève et puis une multinationale de type Shell, Exxon ou British Petroleum? Il y a une grande différence, donc il a fallu comprendre un peu tout ça. Et je me suis retrouvé avec une montagne de données qu'il a fallu rendre romanesque. Et c'est là que sont intervenus des interviews. C'est là qu'intervient l'écrivain. C'est là qu'intervient l'écrivain, mais c'est aussi là qu'interviennent les vrais gens, entre guillemets, c'est-à-dire les gens qui pratiquent ça. Donc j'ai rencontré des banquiers, j'ai rencontré des traders, j'ai rencontré des gens qui travaillent dans des ONG. Pas tellement pour leur soutirer des informations, parce que de toute façon, ils n'avaient rien à me dire de particulier, mais surtout pour sentir là, qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font, comment ils défendent leur métier, comment est-ce qu'on est trader, parce que sinon, j'avais pas envie de faire un livre qui soit monolithique et puis militant et puis qui ne fasse que dénoncer ça. J'avais aussi envie de pouvoir parler de comment ces gens-là vivent quand on négocie, comment ça se passe quand on est content d'avoir fait 1 million de bénéfices sur une transaction sur le riz, alors qu'on sait très bien et on se doute très bien que cette augmentation du prix du riz va réduire des gens à la famine. Mais en quelques mots par rapport à l'extrait qu'on a pris là, au début, est-ce que ça serait possible de synthétiser en quelques mots les mécanismes, quoi, je veux dire, pour un petit résumé? Parce que vous le faites très bien dans votre livre. Est-ce que... Dans le livre, c'est déjà une synthèse et c'est déjà, disons, un peu cavalier, comme c'est bourré de raccourcis. Mais disons que pour la situation qui m'a intéressé dans ce roman, on a donc cette gigantesque multinationale qui s'appelle BFAG, qui est basée à Lausanne, qui a une succursale à Genève pour des questions de proximité avec la place financière, et puis qui a après des succursales un peu partout dans le monde. Et il y a une société de joint venture qui s'appelle Union Trading et qui sert en fait les intérêts à la fois de la BFAG et de la NNPC, enfin National Petrol Company du Nigeria, et qui, elle, est chargée de récolter les impôts que lui payent en baril les majors américaines qui font l'exploitation à proprement parler. Donc, la multinationale que moi je décris ne fait pas d'exploitation directe, mais elle se contente de récupérer des impôts en payant et en corrompant des hauts dignitaires nigérians. En offrant des pots de vin. Voilà, des pots de vin et tout ça qui se retrouvent à Saint-François. Plus que des pots de vin, c'est des gros pots de vin. C'est des très gros pots de vin qui se chiffrent en millions, etc. Donc voilà, c'est un peu ça la dynamique. Donc récupérer du pétrole nigérian en offrant des pots de vin, le faire transiter ensuite entre Genève et un peu partout dans le monde pour faire de l'évasion fiscale, etc., etc., etc. Dans la réalité, les choses sont un tout petit peu plus compliquées que ça, c'est évident. Un peu plus opaque aussi, parce que si c'était aussi simple que ça, je pense qu'il y a longtemps qu'ils auraient cessé leur petite magouille. Mais pour un roman, c'était suffisant et suffisamment crédible. Donc la dynamique est réelle, elle est crédible. Après, c'est un peu plus complexe, disons. Alors, on reviendra peut-être tout à l'heure à l'aspect militant que peut prendre votre livre, mais je trouvais intéressant de voir le passage justement de toute cette matière que vous accumulez, et ensuite comment on construit un roman, quoi, avec tous ces personnages qui sont quand même fascinants. Et surtout, c'est des personnages qui existaient déjà dans votre premier roman. C'est tous les personnages du premier roman. Alors, du coup, j'ai aussi choisi d'avoir, par rapport à ces personnages, un regard très naïf, dans le sens où aucun des deux, que ce soit Rossetti ou Paul Breguet, ne connaissent exactement le milieu du négoce. Ils sont un peu naïfs. Ils sont un peu naïfs. Donc, quelque part, ce qui était intéressant là, c'était de pouvoir faire découvrir à ces personnages les réalités de ce milieu, en même temps que je le fais découvrir au lecteur et que je le découvrais moi-même. Donc ça, c'était une sorte de facilité. Donc j'ai pas choisi un journaliste qui était déjà hyper au courant, parce que sinon toutes les explications auraient eu l'air redondantes, un peu pédantes, et puis enfin bref, j'avais pas du tout envie de faire la leçon, genre voilà, c'est comme ça que ça se passe, et puis apprenez de ce livre. C'est pas du tout l'enjeu. Moi, mon but, c'était de faire un roman à suspense, de faire un vrai thriller économique qui ait du rythme, qui soit agréable à lire, qu'on ait envie de lire, et que néanmoins on en apprend un petit peu quelque chose sur le monde qui nous entoure. Pour moi, c'était vraiment ça l'enjeu, et pour parvenir à ça, il fallait pas que je perde de vue que j'étais en train d'écrire une fiction et non pas un pamphlet ou disons un livre de qualité journalistique. Je suis vraiment dans la fiction.
Mais c'est une bonne façon d'atteindre le public, sans s'appeler John Ziegler, qui a fait des merveilles avec de descriptions dans ses livres, mais d'atteindre un public qui adore les romans policiers, tout en apprenant que derrière, il y a un marché corrompu, que le monde fonctionne un peu comme vous le décrivez là, c'est-à-dire avec une sacrée jambe cassée, quoi. Oui, c'était un peu le but du jeu, c'était de mêler l'utile à l'agréable, disons. Mêler une lecture qui soit plaisante, qui soit rythmée, qui vous plombe pas non plus votre dimanche soir, parce qu'au bout d'un moment, il y a un moment où on n'en peut plus aussi de se scandaliser pour tout et de rien, et d'être perpétuellement titillé dans notre indignation. Donc le but du jeu, c'était d'apporter un éclairage qui soit assez froid, et puis qu'en tant que lecteur, on se sente ni bête, ni impuissant, ni coupable, ni complice, ni rien du tout, mais simplement d'apporter un éclairage. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Après, chacun fait ce qu'il veut avec ça. Et puis, votre découverte à vous de ce monde-là, vu qu'avant de l'écrire et avant de le transmettre au lecteur, vous l'avez découvert, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était quoi? Vous tombiez des nues Non, je ne tombais pas des nues dans le sens où, je veux dire, il faudrait être particulièrement naïf pour penser que ou déconner, dans ces sphères-là, les choses se passent dans le meilleur des mondes et puis que tout est joli. Je veux dire, on sait assez bien qu'à la fin de la chaîne, il y a beaucoup d'argent pour nous et puis au début de la chaîne, il y a des morts pour eux. Donc c'est ça, c'était pas nouveau. Après, ce qui était étourdissant, ce qui m'a glacé le sang, c'était de voir la complexité de ce qui a été mis en place, l'absurdité et la bêtise généralisée qui consiste à mettre en place ces systèmes-là par simple cupidité et à pas du gain. Et il y a vraiment, dans Swiss Trading par exemple, il y a des anecdotes qui sont effarantes de bêtises. Le type qui négocie du pétrole puis qui se rend pas compte que ce pétrole, il faut le raffiner d'abord, mais comme il est tellement dégueulasse, personne ne veut le raffiner, donc il le raffine sur un rafio, enfin sur un pétrolier. Et puis ça fait des déchets, puis les déchets sont en train de ronger la coque, et puis personne ne sait où il va foutre ses déchets, puis finalement il termine en Europe du Nord, ça crée une énorme catastrophe écologique, et tout ça est une bêtise profonde. C'est vraiment, le type il s'est dit je vais faire un bon coup, je vais me faire plein de millions, super, bravo, haha, il a fait péter le champagne, et puis 2 mois plus tard il s'est rendu compte qu'il avait généré la plus grosse catastrophe écologique de l'Europe du Nord. Il faut vraiment être con. Et le dénoncer, on sait que ça ne suffit pas. Hein. Et c'est un petit peu la problématique qui existe. Hein, c'est que des fois, on est démunis face à cette question. Mais par contre, on sait qu'il y a une initiative qui a été lancée, j'imagine que vous la connaissez, celle de multinationales responsables, protégeant des droits humains. Est-ce que vous pensez qu'un livre tel que le vôtre puisse faire, puisse sensibiliser les gens à ce niveau-là, puisse être aussi... Je veux dire, une bonne lecture de base aussi pour que des gens se réveillent un peu par rapport à ça? Ça, j'en sais rien. Je pense que c'est à chacun de considérer ce qu'il a envie de faire ou de ne pas faire avec les informations qui sont contenues dans ce livre. Moi, j'ai juste essayé de présenter une situation avec le plus d'honnêteté intellectuelle possible. C'est-à-dire que j'ai aussi essayé de présenter avec bonne foi le point de vue, par exemple, du PDG de cette grande multinationale et des raisons pour lesquelles il est à ce stade-là. On parle de Beat Flukiger. Beat Flukiger, qui est donc le patron de la BFAG et qui défend un discours ultra-protectionniste, à la limite du patriotisme rudimentaire, comme quoi, si c'est pas la Suisse qui fait ce genre de transactions, c'en seront d'autres, donc autant les faire nous et puis gagner du pognon avec ça. Il est ultra cynique, c'est odieux, mais j'ai aussi essayé de présenter ça avec le plus d'honnêteté pour me dire, ça fait aussi partie des réalités dans lesquelles évoluent mes personnages et dans lesquelles nous évoluons tous. Après, je crois que c'est pas la mission de ce livre, que c'est pas un livre militant. Il a pas pour mission de sensibiliser les gens à quoi que ce soit. Tout ce qui m'intéressait, c'était de plonger dans ce milieu-là et puis d'en dire quelque chose. Et puis voilà. D'ailleurs, vous l'avez aussi dit que c'est un livre qui a été réécrit plusieurs fois parce que justement vous deviez jouer en fait cette question d'intrigue et toutes ces notions, enfin, je dis, toute cette connaissance que vous avez accumulée. Et ça, c'était assez compliqué justement de jouer là-dessus, ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, ça a été extrêmement difficile de trouver en fait le bon équilibre entre déballage d'informations factuelles sur ce monde-là, fiction, rythme, être dans la réalité, être dans la fiction. C'était très très délicat, donc c'est effectivement un livre qui m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps de l'écrire. J'ai dû revoir ma copie un nombre de fois incalculable pour justement trouver cet équilibre qui fait qu'on a un livre qui à la fois se tient en lui-même et comme œuvre littéraire, et à la fois une présentation honnête intellectuellement d'un contexte, disons. Alors Fabio, on va écouter un extrait musique que tu as choisi pour faire un morceau là, fais-là. Mais volontiers, un petit peu là. Je crois que ça fait pas de mal. Allez, pour lever l'ambiance. On écoute quelques notes donc, de Fela Kuti.
Voilà, c'est quelques notes de Fela Kuti, parce que c'est quand même un morceau qui, il faut le souligner, Fabio, qui fait 13 minutes 15, hein, c'est ça. Voilà, ça donne une petite ambiance. Et tous les morceaux de Fela sont très très longs. Oui, ils sont bien connus pour ça. Ce magnifique musicien nigérian. Nous sommes en compagnie de notre invité Sébastien Meyer pour parler du négoce des matières premières, du pétrole notamment. Fabio, quelques mots peut-être par rapport à cette initiative dont tu nous parlais juste avant cette pause musicale. Dont parlait Jean-Luc tout à l'heure, une initiative pour des multinationales responsables qui prévoit l'introduction dans la loi suisse d'un devoir de diligence des entreprises. On parlait de Glencore, donc de ces entreprises de négoce, et qui ne payent en principe, enfin, qui arrivent à payer extrêmement peu d'impôts dans les pays dans lesquels elles travaillent, là où elles font de l'extraction de pétrole ou d'autres matières, que ce soit le cuivre, l'or ou les céréales, etc. Et en Suisse non plus, elles sont pas du tout surveillées par rapport à toute une série d'actions néfastes qu'elles ont dans les pays, notamment en termes de non-respect des droits humains et des droits de l'environnement. Et cette initiative qui va être déposée le mois d'octobre à Berne et qui a été lancée par une septantaine d'organisations non gouvernementales en Suisse, elle veut justement mettre dans la Constitution suisse un article qui prévoit l'introduction, enfin le devoir de diligence de ces entreprises pour qu'il y ait un contrôle sur leur action dans les pays. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces multinationales partent du territoire suisse? Du coup, on perd carrément tout. Bon, alors c'est ce qu'on dit, et c'est d'ailleurs le peuple vaudois a voté il n'y a pas très longtemps la troisième réforme sur l'imposition des entreprises, hein, et qui, on l'a vu, enfin, on l'a vu, fiscalement, elle est très généreuse envers toute une série d'entreprises qui devraient plutôt jouer leur rôle de fiscal normal. Et puis, il y a toujours ce couperet qui est fait tomber par notamment le gouvernement local ou fédéral. Comme tu viens de dire, si on les impose trop, ces entreprises risquent de partir. Et puis voilà, il y a toute une partie de deniers qui ne rentrent pas dans les caisses collectives. Le discours, il est là. La discussion est ouverte. Le peuple vaudois a pris une décision. Il y aura une initiative, un référendum lancé au niveau fédéral. Qui sera certainement voté en fin d'année. Alors, je ne sais pas quand. Sébastien Meyer, vous avez déjà une idée, une information là-dessus? Non, je n'ai pas d'information particulière, mais j'anticipe assez facilement l'argument selon lequel, effectivement, toutes ces entreprises vont se tirer, elles vont aller faire de l'argent ailleurs. Et j'ai envie de dire, mais tant mieux, mais qu'elles foutent le camp. Mais alors, ne faudrait-il pas s'en aillent. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt qu'on se dise, nous, Suisses, profitons au moins des quelques millions qui pourraient nous rapporter? Mais ça, c'est une mentalité assez maigre. Sébastien Meyer. Ça, c'est une toute petite mentalité. Ça veut dire qu'on est d'accord de se rendre complice à partir du moment où on peut se payer une BMW. Ça nous fait ressembler à quoi exactement? C'est les propos de Bastwick hier, mais qui défend un peu le service social. C'est ça qui est assez intriguant. Il défend ça en disant, mais faisons de l'argent, c'est comme ça qu'on va payer votre AVS, c'est comme ça qu'on va payer tout ça. Mais je veux dire, on se fout de la gueule de qui? Mais parce qu'on parle de redistribution, on dit gardons ces entreprises parce que comme ça au moins elles payent, elles nourrissent les caisses collectives, et puis après comme ça on peut redistribuer cette manne. Et puis pour finir, on remarque que les taxations sont extrêmement faibles, et deux, la redistribution elle n'existe pas. Ou en tout cas, elle existe, mais proportionnellement, proportionnellement, c'est du peanuts. Je veux dire, autant interdire à ces entreprises d'aller exploiter d'un côté. Mais ce qui est quand même le plus grave, c'est qu'elles payent très peu d'impôts dans les pays où elles travaillent, où il y a des exploitations. Ces multinationales, elles ont des pouvoirs qui sont quasiment similaires à ceux des pays dans lesquels elles vont exploiter du pétrole. Enfin, je veux dire, elles sont énormes. 140 milliards de chiffre d'affaires pour Glencore, c'est l'équivalent du PIB de la plupart des pays subsahariens. Je veux dire, à partir de là, il faut bien se dire que ces pays ne luttent pas à armes égales contre des multinationales de cette taille.
C'est gigantesque. Donc si les pays occidentaux, qui ont encore des gouvernements qui tiennent un tout petit peu la route, n'ont pas le courage de faire quelque chose par rapport à ça, et puis de dire non, le respect des droits humains passe avant la cupidité et l'appât du gain, c'est vraiment qu'on a un problème. Donc la responsabilité, elle nous incombe ici, chez nous, de faire quelque chose. Oui, mais il y a effectivement l'observation des droits humains, mais il y a aussi la possibilité de rendre effectivement un peu plus riches les pays dans lesquels ces extractions sont. Alors qu'on remarque que ce sous-sol, la richesse du sous-sol, elle est complètement bradée. La corruption fait que les gens se sucrent au passage, que les caisses des États ne sont pas du tout renflouées par ce travail par cette richesse immense. On parle du pétrole, mais on pourrait parler du cuivre, le chiffre que je cite dans Le Nom du Père, c'est que l'argent du pétrole au Nigeria n'arrose qu'1% de la population. Ce sont des milliards, il n'y a qu'1% de la population nigériane qui profite de cet argent-là. Or, c'est leur sol qui est exploité. Oui. Bon, comme je disais au début, pour le Nigeria, qui a une économie assez diversifiée, c'est toujours 1%, c'est toujours trop peu. Le Tchad, il est complètement sous perfusion sous l'influence du pétrole. Voilà, bon, on a fait un bon tour de cette situation du pétrole qui est ô combien compliquée. On aura l'occasion d'en reparler. Fabio, j'imagine un petit peu aux environs de l'automne, quand cette initiative sera déposée. Juste peut-être un petit mot pour que Sébastien puisse nous dire que c'est une trilogie, donc il y aura un troisième. Le troisième. Alors, je pense que c'est juste bien, peut-être, je ne sais pas si on peut déjà l'annoncer, mais je crois que c'est... Oui, je crois qu'on peut l'annoncer. Oui. Donc il y aura un troisième livre. Il y aura donc un troisième, je suis dessus. Après, je peux absolument pas articuler de date de sortie ou quoi que ce soit. Je sais à peu près pas du tout le contenu. Eh bien, vous nous le transmettrez, puis on aura l'occasion de se revoir à ce moment-là. Absolument. Comme ça, on fera l'analyse de la trilogie. Merci beaucoup, Sébastien Meyer. Merci à vous. D'être venu mettre en lumière les arcanes de l'univers des matières premières et le rôle de la Suisse dans le négoce fort rentable, ma foi. On rappelle le titre de votre livre, Le Nom du Père, aux éditions Zoé. Oui. Donc, on peut trouver dans toutes les grandes librairies. Absolument, même dans les petites. Même dans les petites, voilà. Dans les petites. Surtout. Merci beaucoup, et puis merci également à Jean-Luc pour la préparation de ce sujet. Et puis Fabio, la semaine prochaine avec toi, nous parlerons de l'industrie du textile avec Olivier Longchamp de la Déclaration de Berne. Oui, c'est ça. Voilà. Bon programme, et puis c'est une suite de sujets qu'on peut retrouver bien sûr sur notre site www.django.fm. Et on rappelle encore brièvement les 3 endroits, si je me retrouve dans mes papiers, où on peut actuellement se rendre pour cette exposition au nom du profit. Tout est permis, Fabio. Alors, il y a plusieurs... 5 endroits, hein, sauf erreur si ma mémoire est bonne. Voilà, l'espace Dickens, la maison de Cartier-Saugar, Alliance Sud Infodoc et Pôle Sud jusqu'au mois d'octobre. On peut venir participer à une série d'événements autour de ce thème commun consacré aux multinationales au nom du profit tout est permis. Ouais, et puis le prochain événement, il se passera ici à Pôle Sud. Et il a comme titre l'obsolescence programmée version durabilité planifiée. Une conférence de François Martaler. Et bien voilà, c'est intéressant, on prend bonne note. Merci beaucoup, messieurs, et à la semaine prochaine, Fabio. Radio Django, le grand direct, 18-19h.